Retour sur le plateau de la semaine de l'écho, spécial sommet UE-Afrique, avec mes invités Geert Laporte, directeur de European Think Tank Group à Bruxelles, et avec Bernard Haïti, PDG du hedge fund panafricain Obara Capital. Rebonjour à tous les deux. Bonjour. Alors je me tourne vers vous, Bernard Haïti, vous qui êtes dans la finance, dans son aspect, disons, le plus risqué. Bruxelles promet 150 milliards d'euros sur 7 ans pour le climat, Internet, la santé. Vous diriez que c'est suffisant pour financer la relance post-Covid en Afrique ? Alors, je trouve que c'est déjà une bonne initiative qu'il y ait ces 150 milliards qui soient proposés. Alors, en réalité, ils s'inscrivent dans le projet Global Gateway qui a été mis en place par l'Union européenne pour concurrencer les stratégies de la route de la soie chinoise. Donc, c'est une bonne chose. Après, compte tenu des enjeux et des agendas africains, je ne suis pas persuadé que ces 150 milliards soient suffisants. Et en réalité, l'Union européenne, au même titre que la Chine, la Russie ou la Turquie, sont des partenaires pour les États africains. Et donc, l'Union européenne a proposé une démarche qui sera, selon moi, à être appréhendée, jugée et comparée à celle des autres partenaires potentiels de l'Afrique. C'est déjà un bon commencement. Vous dites que c'est un bon commencement et à cela s'ajoute la question des droits de tirage spéciaux accordés par le Fonds monétaire international, 33 milliards sur 650 milliards de dollars qui doivent revenir à l'Afrique. C'est un montant qui est jugé insuffisant par les principaux intéressés. Paris s'est engagé à allouer aux pays africains 20% de ces droits de tirage spéciaux et invite les pays riches à en faire de même. C'est quoi? C'est un bon signe? Alors, c'est un bon signe parce que déjà, ça témoigne d'une forme de solidarité internationale. Maintenant, les critères d'allocation de ces DTS sont en quelque sorte injustes parce qu'ils sont basés sur les contributions des États, alors qu'on sait que les États africains ne sont pas les plus gros contributeurs. Donc, à titre de comparaison, la France reçoit 24 milliards, tandis que l'ensemble des pays africains vont recevoir 33 milliards. Donc, c'est assez dérisoire par rapport aux enjeux qui sont en cours. Et je pense que les DTS viennent en complément de plans de relance massifs dont ont pu bénéficier les États occidentaux. À titre de comparaison, la France, c'est 200 milliards, l'Allemagne, 300 milliards, les États-Unis, 2000 milliards. Donc, ces montants sont dérisoires, pour être tout à fait franc. Maintenant, il faut trouver des moyens pour que les États africains puissent mobiliser des ressources supplémentaires pour financer leur agenda stratégique au cours des prochaines années, notamment à la lueur des enjeux liés à la transition énergétique, à la croissance verte, à la numérisation et à la digitalisation et à tous les autres enjeux sécuritaires. Géopolitique africain. On va y venir précisément, mais avant cela, peut-être Geert Laporte, au-delà des chiffres, au-delà des montants avancés, sur la forme, est-ce que vous qui êtes un fin observateur de ces sommets, vous diriez qu'il y a un changement de ton, peut-être une prise en compte plus large des intérêts ou en tout cas des questions qui sont importantes pour les pays africains ? Oui, je crois bien. Il y a certainement une relation de pouvoir qui est en train de changer. Et on voit que le côté africain a vraiment mis de l'énergie dans cette déclaration finale. Il y a eu beaucoup d'observations que les Africains ont mis dans le texte final. Ils ont fait référence à leur agenda 2063. C'est un agenda qui est évoqué régulièrement par le côté africain. C'est un agenda sur le très très long terme, donc on peut avoir des questions sur sa validité, mais de toute façon, c'est un cadre stratégique qui est important pour l'Afrique et ça a été mentionné dans les textes. Aussi bien, on voit que les textes essayent de tenir compte des attentes africaines, mais je crois qu'il y a une dimension qui me frappe à chaque fois quand je lis le texte qui vient d'être sorti. C'est quand même cette notion nord-sud qui est toujours présente dans cette déclaration. Il y a un côté, le côté européen, qui fait des promesses, qui met beaucoup d'argent sur la table ou qui fait au moins des promesses pour mettre beaucoup d'argent sur la table, les droits de tirage spéciaux, le Global Gateway. Mais si on veut vraiment parler d'un partenariat, il faut aussi avoir des matching funds, comme on dit en anglais. Il faut avoir aussi des contreparties et ça demandera certainement aussi des efforts plus importants du côté africain pour mobiliser eux-mêmes une partie des ressources.
Alors, précisément, hein, Bernard Haïti, comment l'Union européenne, on parlait de financement, comment elle peut mieux répondre aux besoins de financement du continent, notamment dans les infrastructures ou aux besoins des entreprises? Alors, les entreprises africaines ont des problématiques qui leur sont propres. Parce qu'elles évoluent dans un environnement économique qui est marqué par des contraintes et des enjeux qui ne sont pas similaires à ceux des entreprises qui évoluent dans des pays plus développés, notamment en matière d'adéquation entre les solutions de financement disponibles et leurs besoins, en termes de maturité, en termes de financement qui ne soit pas assujetti à des contraintes en matière de qualité de l'information comptable, de gouvernance. Alors, il faut qu'on arrive à mobiliser des ressources de façon innovante et à les déployer également de façon innovante auprès des entreprises qui en ont le plus besoin. Et accompagner ces investissements-là de solutions d'accompagnement de façon à faire du capacity building. Parce qu'au-delà du financement, c'est vraiment les expertises, le capital humain et les compétences qui sont les plus importantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire former davantage les Africains, ça veut dire se reposer davantage sur eux, peut-être financer des entreprises qui sont déjà implantées plutôt que de vouloir implanter un modèle européen en Afrique. C'est ça ce que vous voulez dire? Exactement, il y a un tissu d'entreprises africaines qui est très dynamique, avec des PME qui sont parfois à la limite de l'informel. Et c'est ces sociétés-là à qui il faut inculquer des savoir-faire, des savoir-être, des compétences qui leur permettront d'être éligibles aux financements qui sont disponibles. Et ça demande de la formation, du transfert de compétences et surtout de l'accompagnement. Et ne pas appliquer des solutions uniformes qui ne sont pas nécessairement adaptées. Geert Laporte, l'Europe, justement, est-ce qu'elle n'aurait pas un intérêt stratégique de long terme en se faisant, de se distinguer de, disons, la voie chinoise qui vient avec son personnel fabriquer, faire tout de A à Z? Oui, évidemment. Maintenant, j'ai parfois l'impression que l'Europe est en train de copier la Chine. Et je crois que l'Europe devrait avoir un programme qui pourrait attirer plus l'attention de la jeunesse africaine. Notamment ce que l'autre intervenant avait dit, donc l'appui à cette jeune génération dans tous les sens, éducation, petites et moyennes entreprises, assurer que ces jeunes aient vraiment un futur, un avenir. Mais en même temps, je crois que l'Union européenne a aussi un modèle à offrir. Ce n'est pas un modèle à imposer, mais il y a des éléments dans le modèle européen qui pourraient aussi être intéressants pour les populations africaines. Le modèle de développement social, le modèle de dialogue entre employeurs et syndicats, tous ces mécanismes de concertation, malgré le fait que ces mécanismes ne fonctionnent pas toujours très bien et que l'Europe se trouve aussi en crise et qu'il y a beaucoup de problèmes dans certains de ses États membres, il y a des éléments dans le modèle européen, aussi bien au niveau de l'intégration régionale, qui pourrait peut-être attirer le côté africain. Et ce n'est pas ça que l'Europe est en train d'utiliser dans ces programmes de coopération avec l'Afrique. Je vous vois réagir, Bernard Haïti. Grands investissements. Pardon, je vous coupe. Bernard Haïti, vous êtes d'accord avec cela? Alors, en partie, je pense qu'il faut aussi on a parlé un peu avec le point de vue européen, je pense qu'il faut aussi se mettre dans la perspective africaine. Aujourd'hui, ce sommet, il intervient dans un momentum assez particulier. Il intervient dans un contexte de rivalité géopolitique assez inédit, avec des tensions dans le Sahel, et puis une redistribution des cartes entre les différentes puissances internationales qui ont compris que l'Afrique aujourd'hui dispose d'atouts dont dépendent leur propre agenda stratégique sur les prochaines décennies. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'aune d'une transition, d'une décennie de transition digitale, de transition énergétique, et l'Afrique regorge de ressources naturelles, de matières premières et de terres rares qui sont cruciales pour la concrétisation de cet agenda. Il faut maintenant qu'on arrive à faire en sorte que l'Afrique et l'Europe puissent discuter comme des partenaires commerciaux pour que chacune de ces deux parties puisse tirer profit de ce partenariat. Et l'Afrique ne va pas négocier, discuter et composer uniquement avec l'Europe, ce serait utopique et même malvenu, mais l'Afrique va devoir choisir entre les différents partenaires auxquels elle a accès et elle va choisir justement, les solutions les plus importantes pour elle. Est-elle prête à tirer profit de cette nouvelle situation où on le voit effectivement, une percée chinoise, russe également, turque?
Alors, est-ce qu'elle est prête? En théorie, oui. Maintenant, il faut que nos États africains, nos dirigeants, aillent à ce genre de sommet avec un agenda, une stratégie et des tactiques claires pour pouvoir tirer le meilleur profit de ces discussions-là. Donc, je pense que ces sommets sont importants, sont bien. J'y crois pas forcément à chaque fois, mais ce sommet avait quand même un setup assez innovant avec des tables rondes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ce sommet se transpose au niveau de l'initiative privée, parce que c'est à travers le maillage industriel et le maillage d'entreprise que ces différents efforts vont prendre fruit et qu'on pourra élaborer, établir un partenariat gagnant-gagnant, et j'insiste sur le terme, pour le long terme, au bénéfice des Africains et des Européens. On a vu que le Mali, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale ou le Soudan étaient absents de ce sommet. Quelle attitude adopter? Est-ce que des pressions économiques sont-elles envisagées? Est-ce que des garanties de droits humains étaient sur la table lors de ce sommet ou de façon insuffisante selon vous? On n'en a pas beaucoup parlé, hein, et ça risque toujours d'être un débat entre sourds, parce que c'est très très difficile d'avoir une politique cohérente du côté européen. Et donc, si nos propres politiques ne sont pas toujours cohérentes en matière de gouvernance, démocratisation, appui aux droits de l'homme et autres, ça reste très, très délicat d'en parler avec le côté africain. Certainement dans un contexte où il y a d'autres acteurs globaux qui ont un rôle important à jouer en Afrique. Mais je ne crois pas qu'il faut évacuer ce thème du dialogue, mais il faut le faire d'une manière beaucoup plus réciproque. L'Europe a aussi des problèmes de gouvernance dans certains États membres. On vient d'avoir les cas d'Hongrie et le cas de la Pologne tout récemment, où l'état de droit est vraiment en danger. Oui, donc au sein même de l'Union européenne, elle a du mal à faire appliquer ses valeurs. Voilà, donc on vient aussi d'avoir cette situation très difficile en Ukraine et tout ça. Merci, donc, merci beaucoup, Geert Laporte. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.